Merci beaucoup, Clément Carbonnier, d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous accueillir ce soir à l'Agora des Savoirs. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à Paris 1, Panthéon, Sorbonne, auteur d'un certain nombre de livres dont je vais citer les titres. Il y a eu Le Retour des domestiques, c'était au Seuil en 2018, coécrit avec Nathalie Morel, puis Les femmes, les jeunes et les enfants d'abord, cette fois-ci au PUF en 2022, écrit avec Bruno Palier. J'ai aussi vu que vous aviez participé à la codirection d'un ouvrage collectif aux presses de Sciences Po paru en octobre dernier, dont le titre et les politiques publiques par la défiscalisation. Mais si ce soir nous vous accueillons, c'est pour présenter le livre que j'ai en main, toujours moins l'obsession du coût du travail ou l'impasse stratégique du capitalisme français. C'est édité à la Découverte. Et dans cet essai, vous revenez sur 4 décennies de politique en faveur de l'emploi qui se sont toutes obstinées, quel que soit d'ailleurs le bord politique du gouvernement en place, à faire de la réduction du coût de travail le levier principal de toute relance de l'emploi. Alors, je vais pas du tout déflorer la conférence que vous allez donner, mais on va vite se rendre compte avec vous que ça n'a pas marché. D'ailleurs, on le sait, que ces politiques successives ont été menées à l'échec, et que malgré tout, les pouvoirs publics s'obstinent dans cette voie qui semble être une impasse. Et vous interrogez d'ailleurs les ressorts de cette obstination, ressorts idéologiques, psychologiques, ressorts aussi d'intérêt de classe. J'imagine que vous en parlerez, alors même que selon vous, il existe d'autres voies et que contrairement à la formule célèbre de Margaret Thatcher, il existe une alternative, voire des alternatives que j'imagine vous évoquerez lors de votre conférence. Ça nous tenait à cœur de vous recevoir sur ce sujet. Et on ne pouvait pas le savoir encore lorsqu'on a lancé l'invitation, mais votre venue tombe à pic, dans un moment de grande discussion, de grands débats et de grandes disputes sur le budget de l'État et les dépenses publiques et les finances publiques. Je suis absolument persuadé que ce que vous allez nous dire là nous aidera à mieux comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc effectivement, je vais vous présenter ce travail en fait que j'ai synthétisé dans ce livre. Donc effectivement, contrairement aux autres livres que vous avez cités et qui ont toujours été des livres collectifs, celui-là je l'ai écrit seul, mais il contient évidemment du travail de beaucoup de gens. Et peut-être pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais présenter un peu justement ces collaborations et la démarche et comment j'en suis arrivé à faire ça. Je pense que c'est important pour expliquer. Donc moi je suis au départ je suis économiste, effectivement, principalement statisticien, donc et je fais de l'évaluation des politiques publiques. Donc l'idée c'est des politiques économiques en tant qu'économiste, et donc je vais fouiller dans les données pour essayer de les faire parler et pour évaluer les effets, les impacts des politiques publiques. Et en fait depuis maintenant un moment, depuis 2011 même exactement, j'ai rejoint le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, qui est un lieu assez particulier, c'est-à-dire que tous les enseignants-chercheurs sont enseignants dans une université, font des cours et sont chercheurs dans un laboratoire qui, pour la plupart des laboratoires, sont des laboratoires disciplinaires où justement on a les mêmes types de méthodes, les mêmes types de questions de recherche, et on travaille entre collègues de ce point-là. Et ce laboratoire a été créé en 2011. C'est le laboratoire principal de personnes, c'est-à-dire que c'est des laboratoires secondaires pour faire parler ensemble et pour faire travailler ensemble des chercheurs qui viennent d'horizons différents sur
des objets similaires, mais potentiellement avec des questions différentes. Et donc là, en l'occurrence, c'est un laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Donc c'est vraiment ce principe, c'est d'évaluer les politiques publiques. Mais c'est dans le cadre de ce laboratoire que moi, j'ai participé à un axe de recherche particulier sur les politiques sociales et fiscales. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et j'ai travaillé beaucoup avec des gens qui viennent d'autres disciplines et qui donc travaillent aussi à évaluer les politiques sociales et fiscales, mais avec d'autres démarches et d'autres questions de recherche. Alors, notamment des sociologues et des politistes. Donc les deux qui ont été cités pour les livres précédents que j'ai écrits. Donc Nathalie Morel qui est politiste et avec qui on a travaillé sur les politiques de service à la personne. Et Bruno Palier qui est politiste aussi, alors il n'est pas écrit avec des sociologues, mais on a travaillé avec des sociologues dans d'autres cadres, qui est politiste aussi, et donc avec qui on a travaillé plus sur les transformations de l'État-providence. Et c'est un peu à la suite de ce travail-là, d'ailleurs, que j'ai voulu cibler un peu plus particulièrement, parce que j'avais aussi, dans le cadre d'évaluation ponctuelle, travailler sur les politiques de l'emploi, essayer d'avoir un regard plus global sur les politiques de l'emploi. C'est vraiment le but de ce livre-là, qui va essayer de faire le point sur non seulement les dispositifs, donc chacune des mesures politiques, celles qui ont été débattues cet automne dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, et puis cet hiver dans le cadre du projet de loi de finances. Donc ça, c'est chacun des dispositifs qui rentrent dans des politiques plus globales, qui elles-mêmes rentrent dans des stratégies politiques plus globales. Et donc l'idée, c'est que effectivement, en tant qu'économiste statisticien, au départ, je m'intéressais beaucoup aux dispositifs eux-mêmes. Donc l'idée, c'est très micro, regarder comment un dispositif a un impact sur l'écosystème d'une certaine manière, et notamment en travaillant avec des politistes et des sociologues, ça m'a amené à essayer d'élargir la focale pour comprendre comment on mettait en place chacun des dispositifs, pourquoi on les mettait en place, et quels étaient les liens finalement plus macro entre des stratégies politiques et ces ensembles de dispositifs. Et donc c'est ça que j'essaye de présenter ici, donc avec cette question, en revenant dans le temps sur les politiques de l'emploi en France. Et le constat, d'une certaine manière, c'est que on a souvent l'impression qu'il y a des choses qui sont désordonnées, parce que tout n'est pas pensé. C'est-à-dire que évidemment, il ne s'agit pas d'un plan ni bénéfique ni machiavélique d'ailleurs, d'un plan pensé intégralement à l'avance, mais malgré tout, il y a des logiques qui font que les différents dispositifs qui peuvent être négociés chacun différemment et qui peuvent faire chacun qui peuvent être le lieu de compromis, et donc on se dit finalement il y a des compromis différents, donc c'est désordonné, mais en fait il y a un fil conducteur à l'ensemble des politiques de l'emploi des 45 dernières années. Je fais débuter mon livre en 1982. Voilà, je vais expliquer pourquoi. Ça me semble être cette date du 16 avril 1982, une date importante. Alors évidemment qui est pas un basculement, mais qui est plus un repère. Et donc il y a un lien. Et ce lien-là, c'est que, comme le dit le titre, en fait, on a commencé à axer, et de plus en plus, c'est pour ça que évidemment il n'y a pas un tournant, c'est un repère, mais petit à petit, on s'est mis à de plus en plus axer les politiques de l'emploi à travers la baisse du coût du travail. Et donc l'idée finalement est assez simple, c'est c'est penser l'emploi comme un marché, comme un autre, le marché du travail. Et dans le cadre de ce marché du travail, si on le pense comme un marché usuel, classique, la marchandise, c'est la force de travail. L'offreur, le producteur, c'est le travailleur qui vend sa marchandise à l'employeur qui est le demandeur ou l'acheteur. Dans ce cadre-là, le prix de la marchandise, c'est ce que paye l'acheteur au vendeur, c'est le salaire. D'accord ? Et donc derrière, il y a l'idée que si on regarde
un mécanisme assez simple de marché, on va dire, le principe, c'est quoi? C'est que la demande, elle varie dans le sens inverse du prix. Si un bien est moins cher, les acheteurs en achètent plus. Et en fait, on a plaqué, alors ça peut paraître très très simpliste comme ça, c'est un peu plus c'est un peu plus justifié, mais c'est quand même l'idée principale qu'il y a derrière. Et donc de dire, si on applique le même raisonnement au marché du travail, pour créer de l'emploi, il faut créer de la demande de la part des employeurs, et pour ça, il faut faire baisser le prix de la marchandise, le prix du coût du travail, le coût du travail, d'accord? Et donc c'est ce point-là. Et je vais essayer de vous présenter finalement à la fois vous montrer l'histoire de cette stratégie, comment elle s'est implantée de petit à petit pour, d'une certaine manière, se répandre dans tous les pans de la politique, c'est-à-dire notamment, y compris en dehors des politiques de l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de débats aujourd'hui, cet automne par exemple, et cet hiver, dans les discussions sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale et sur le projet de loi de finances, qui sont pas liés à l'emploi, mais qui sont en fait des effets secondaires de cette stratégie de l'emploi par la baisse du coût du travail. Et donc, je vais essayer de vous présenter ça, à la fois historiquement en vous montrant comment ça s'est construit, et puis ensuite essayer de vous, comme je suis principalement quelqu'un qui fait de l'évaluation, d'essayer de vous présenter l'évaluation, de vous dire quels ont été les effets. Et donc, à la fin, si je suis pas trop bavard et qu'il me reste du temps, évoquer des pistes d'alternatives. Donc, un petit point, ce que vous avez ici, c'est le taux de croissance, d'accord, du PIB en France. Alors forcément, il bouge un peu, c'est pour ça qu'il a lissé là, la courbe noire continue. Ce que vous voyez, c'est que on a eu une période particulière à de très fortes croissances depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70. D'accord, qu'on appelle les 30 glorieuses parce qu'il y a beaucoup de croissance. On va pas rentrer, c'est pas le but de rentrer dans les débats de savoir si elles étaient si glorieuses que ça, mais en tout cas, il y avait beaucoup de croissance. Il y avait beaucoup de croissance parce qu'on était dans un cadre de reconstruction, et il faut bien voir que historiquement, il n'y a pas trop de choses avant là dans ce que je vais présenter, mais en fait, c'est une période qui, en termes de croissance économique, est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de croissance aussi forte avant, et il y en a plus depuis. Alors la question, est-ce qu'il y en aura? Ça, c'est une autre question qu'on va pas traiter ici. On regarde le passé, pas l'avenir, mais voilà. En tout cas, c'est une période exceptionnelle. C'est une période exceptionnelle pour pas mal de raisons, mais notamment parce que c'était une période de reconstruction dans lesquelles on avait développé des capacités de production très très élevées et où on avait énormément de choses à construire. Et donc là, il y avait finalement à la fois les capacités de production et la demande. D'accord ? On a en plus mis en place un certain nombre de mécanismes, notamment monétaires et politiques, pour permettre cette croissance-là, et donc on a eu une très forte croissance. Dans ce cadre-là, si on revient à la question du travail et de l'emploi, on avait plusieurs caractéristiques. C'est que on avait peu de chômage, d'accord. On avait au contraire beaucoup de besoins de main-d'œuvre, donc une forme de pouvoir de négociation des travailleurs relativement fort, et on avait globalement une économie dans laquelle il y avait du coup une très forte croissance et un partage de cette croissance. D'accord ? Ce partage de cette croissance, il était notamment en France. Alors on retrouve sous des modes différents dans d'autres pays, mais en France, ce partage de la croissance, il passait comment ? Donc l'idée, c'était de dire que les fruits de la croissance étaient partagés entre les employeurs et les travailleurs. Les travailleurs bénéficiaient comment ? Ils en bénéficiaient de deux manières, d'une certaine manière, en salaire net, en salaire monétaire direct, le salaire lui-même, avec des croissances de salaire assez importantes qui étaient avec le niveau de la croissance, et ils en bénéficiaient aussi à travers une forme de rémunération en nature, d'accord, sous forme de protection sociale. Et donc on avait le partage de la croissance de ces deux manières, avec donc
le système de protection sociale français a été construit de cette manière-là, que vraiment la protection sociale est une forme de salaire socialisé. Au départ, quand il a été créé, donc là on va fêter on a fêté l'année dernière les 80 ans de la sécurité sociale. La création de la sécurité sociale, au départ, c'était quelque chose qui n'était pas, ce n'est pas l'État, d'accord. C'était effectivement public d'une certaine manière, mais c'est une forme de démocratie du travail avec un système géré au départ principalement par les syndicats, puis de manière paritaire par les syndicats et les représentants des employeurs, avec l'État finalement en rôle d'arbitre, mais uniquement d'arbitre. Et justement, il y a les transformations dont on parle là vont beaucoup modifier ça. Et aujourd'hui, c'est l'État qui a la main et qui a pris la main sur la sécurité sociale. Donc voilà, donc on a ce mécanisme-là. Ce mécanisme-là, il est très vertueux en période de croissance parce que d'une certaine manière, il permet non seulement de partager les fruits de la croissance, mais il permet aussi de nourrir la croissance, puisque d'une certaine manière, la protection sociale et notamment la partie de partage des fruits de la croissance via la protection sociale, elle permet d'avoir des travailleurs en meilleure santé, mieux éduqués, etc., qui n'ont pas peur de l'avenir puisqu'ils sont protégés contre les coups de la vie, qui n'ont pas besoin du coup d'épargner contre ces potentiels aléas de la vie et qui peuvent donc dépenser leurs revenus. Qui alimente lui-même la croissance à travers de la demande. D'accord ? Donc on a dans ce mécanisme-là, que ce soit à travers les dépenses potentielles des travailleurs qui ont bénéficié de salaires assez dynamiques ou les capacités de production de ces travailleurs, de productivité de ces travailleurs à travers à la fois la formation d'un côté et la santé en particulier de l'autre, on a ce modèle vertueux. Ce modèle vertueux, il est cassé, il se casse dans les années 70 avec notamment donc les chocs pétroliers. Alors il y avait des signes de ralentissement avant, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on s'est jamais relevé, c'est-à-dire que c'est pas juste un problème conjoncturel. Le problème conjoncturel des chocs pétroliers a arrêté le processus, mais on n'y est jamais retourné parce que finalement les conditions sont différentes. Quelque part, on avait déjà reconstruit, le contexte était différent aussi en termes de type de croissance et donc voilà, la croissance est moins dynamique. Donc on voit même les périodes les plus fastes d'une certaine manière, là vous en avez deux, donc à la fin des années 80 et au tournant du siècle, on est très en dessous même sur ces périodes de croissance les plus élevées de ce qu'on avait avant. Et évidemment, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a il y a deux problèmes qui se créent en même temps. La crise, ça veut dire du chômage. Et moins de croissance, ça veut dire des tensions sur le partage de la croissance. Et donc, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que on va avoir à la fois des problèmes politiques pour dire qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le chômage, et notamment du côté employeur, un forcing très fort pour dire attention, alors c'était pas dit il faut arrêter de partager comme avant les fruits de la croissance, mais c'est probablement une des raisons, et l'idée ça a été de dire en fait le problème du chômage, le problème qu'on a là, c'est que les salaires sont trop dynamiques et que du coup, et là on en revient au premier schéma dont je vous ai parlé au début, du coup le coût du travail est trop élevé et c'est pour ça que les employeurs n'emploient plus et c'est pour ça qu'il y a du chômage. D'accord ? Et donc on commence à avoir cette idée, d'autant plus que se passe évidemment ce qu'on a reconnu à nouveau nous pendant la crise de 2022, qui était aussi une crise tirée par le coût de l'énergie, c'est l'argument de la boucle prix-salaire. Cet argument de la boucle prix-salaire, c'est dire on a de l'inflation pour des raisons de coûts énergétiques. Du coup, évidemment, si on n'augmente pas les salaires, on va avoir une perte de pouvoir d'achat. Et donc, il y a une pression à la hausse des salaires. Mais la pression à la hausse des salaires,
elle-même induit des augmentations de coûts de production qui vont alimenter l'inflation. Et donc il y a cette peur d'un emballement de l'inflation lié au fait que l'inflation générerait des demandes d'augmentation de salaire qui généreraient de l'inflation. Alors, ni à cette époque-là, ni en 2022, on a observé, et d'ailleurs pas plus en France que dans d'autres pays, et on a même des institutions internationales pourtant en général pas très favorables aux augmentations de salaire, qui ont dit il n'y a pas de risque, le FMI notamment, il n'y a pas de risque de boucle prix-salaire. En fait, c'est pas ça qui se passe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très présent dans le débat public. Et donc, du coup, on a cette focalisation sur le coût du travail. Mais évidemment, derrière, cette focalisation, elle peut se traduire de beaucoup de manières. Parce que comme je l'ai dit, en France, et là, un certain nombre de problématiques sont communes à beaucoup de pays, mais la France a une particularité, c'est que justement, elle a un modèle de protection sociale qui est financé sur le travail. D'accord ? Puisque justement, au départ, c'était à la fois financé, mais gouverné par le travail. Et donc, ce coût du travail, il a deux composantes, d'une certaine manière, ce qu'on a dit tout à l'heure, le salaire monétaire et le salaire en nature, le salaire socialisé. Et donc, d'une certaine manière, pour faire baisser le coût du travail, on peut agir sur le coût du travail à travers le salaire monétaire ou à travers le salaire en nature. Et c'est là où il y a les trois grands axes et les trois manières. Pourquoi ? Parce que finalement, le troisième point, là, c'est la modération des salaires nets, c'est agir sur le salaire monétaire. Les deux premiers, c'est deux manières différentes d'agir sur le salaire en nature. On a deux manières d'agir sur le salaire en nature. On a une première manière qui est de dire on va continuer à avoir une protection sociale importante, mais on va la financer autrement. D'accord ? À nouveau, c'est des choses que vous avez dû encore entendre récemment, parce que on a toujours ce genre de discours. Et l'autre manière, c'est de dire, en fait, on ne peut pas se contenter simplement de la financer autrement. On va la réduire ou en tout cas la contrôler. D'accord ? Et donc, on a les trois grandes manières de faire baisser le coût du travail dans le cadre français, qui sont et là, je les présente dans ce sens-là parce que historiquement, c'est dans ce sens-là que c'est arrivé. Modifier le financement de la sécurité sociale pour le faire peser moins sur le travail et plus sur d'autres modes de financement. 2, limiter la protection sociale elle-même pour en limiter le coût et donc en limiter les besoins de financement. Et 3, faire baisser les salaires eux-mêmes. D'accord ? Et en fait, on va avoir ces trois choses-là successivement. Alors, dans l'introduction, il y avait l'idée que cette stratégie-là, on l'observe depuis 40 ans et qu'on l'observe malgré les alternances. Le fait de dire que malgré les alternances, on a la même logique ne veut pas dire qu'on a les mêmes politiques. C'est-à-dire que notamment, on a les leviers qui vont pas être les mêmes. Les leviers principaux qui vont être activés ne vont pas être les mêmes selon la couleur du gouvernement. D'accord ? Si on reprend historiquement, le premier point, c'est justement au début des années 80 puis au début des années 90 le financement de la protection sociale. Et notamment, c'est parce que on a au début des années 80 gouvernement socialiste qui est arrivé au pouvoir et qui par rapport à ces principes, ne veut toucher ni au deuxième ni au troisième. Ne veut pas baisser les salaires ou pas trop et ne veut pas toucher à la protection sociale qui est assez au contraire qui est plutôt favorable à la protection sociale. Mais ce qui va avoir, c'est que ces gouvernements-là vont quand même finir par être convaincus que le coût du travail est un problème en France et vont vouloir agir dessus. Mais en essayant de trouver des compromis, c'est-à-dire de conserver la protection sociale et le salaire net. Et donc, les premières choses qui vont être mises en place, ça va être des mesures qui vont toucher au financement de la protection sociale. Donc, la première manière de faire, donc là, ce graphique est peut-être donc ce graphique, ce que vous voyez, c'est le principe de la protection sociale et de la sécurité sociale en France, tel qu'il était en 1945, c'est l'idée que c'est une assurance sociale, socialisée. Et donc l'idée d'une assurance, c'est qu'on paye une cotisation. D'accord ? On paye une cotisation et on a droit à être protégé en échange de la cotisation.
Et donc la cotisation, elle n'est pas forcément proportionnelle au salaire, c'est pas un impôt. D'accord ? Et donc, il y a cette idée, alors malgré tout, pour les plus bas salaires, c'est très coûteux de payer la cotisation pleine, et donc on a des formes de réduction de cotisation, avec l'idée que finalement on va payer en proportion de son salaire, mais jusqu'à un plafond. Et en fait, cette idée d'avoir un plafond au départ, elle est logique dans la manière dont la sécurité sociale est faite au début, puisque l'idée, en fait, ce plafond, c'est quoi ? C'est la cotisation pleine. Et donc l'idée, si on a un salaire supérieur, on paye la cotisation pleine. D'accord ? C'est pas un impôt où on paye en fonction de son revenu, c'est une cotisation qu'on paye. Et c'est simplement, on a une proportion du salaire pour les plus bas salaires, pour avoir quand même de la solidarité et que les plus bas salaires puissent payer moins. D'accord ? Et c'est pour ça que les cotisations étaient plafonnées. C'est vraiment dans cette logique-là. Donc la première manière de faire, c'est de dire, en fait, on a des besoins de sécurité sociale supplémentaires parce qu'on a des progrès en santé à financer. Parce qu'évidemment, quand on soigne mieux les gens, ça coûte plus cher. Parce que au lieu de mourir, ils survivent et il faut continuer à les guérir, à les soigner. En plus, on a un vieillissement de la population qui va avec cette amélioration de la santé. Or, ça entraîne aussi des coûts pour la sécurité sociale en termes de retraite, mais aussi en termes de santé. Donc, on a des besoins qui augmentent, qui sont plutôt positifs, c'est parce que la sécurité sociale marche. Et donc là, l'idée, c'est de dire, plutôt que d'augmenter la cotisation, ce qu'on va faire, c'est que si on augmente la cotisation, on va faire augmenter le coût du travail, notamment au niveau des bas salaires, puisque le taux de cotisation va augmenter. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les financements en restant sur de la cotisation, mais en déplafonnant. D'accord ? Puisqu'en déplafonnant, l'idée, c'est de dire, le taux de cotisation va rester le même sur les bas salaires, mais juste, au lieu de dire, on paye sa cotisation, et puis les bas salaires payent un peu moins, on dit la cotisation, elle va être intégralement proportionnelle au revenu, ce qui fait que les plus hauts salaires vont payer un peu plus, vont payer plus. D'accord ? Et ça, c'est ce que vous voyez là. C'est-à-dire que ce que vous voyez, c'est en violet, donc la courbe du haut, c'est le niveau des cotisations employeurs au niveau du salaire minimum. Et la courbe du bas, c'est le taux de cotisation pour 8 fois le plafond de sécurité sociale, enfin pour les très hauts salaires. Et ce que vous voyez, c'est qu'au départ, alors c'est pas totalement plafonné. Vous avez quand même une petite cotisation sur les très hauts salaires, mais qui est plus faible. Alors ce qui ne veut pas dire qu'ils payent pas de cotisation, ils payent la cotisation pleine, mais pas de cotisation sur les euros en plus par rapport à leur très haut salaire. Et ce que vous voyez apparaître, c'est notamment à partir du début des années 80, vous avez un rattrapage. D'accord ? Et donc ce rattrapage, c'est vraiment ça, c'est de dire on va pour financer la sécurité sociale sans que ça coûte trop au niveau des bas salaires, en fait on va le faire par déplafonnement. Donc ça c'est le premier point, mais en fait il va s'avérer insuffisant. Et donc dès cette période-là, et donc l'idée c'est que ça, notamment, il y a des choses qui sont décidées. Je vous avais dit 1982, il y a une rencontre entre Yvon Gattaz qui vient d'être élu à la présidence du CNPF, qui est l'ancêtre du MEDEF, donc un des principaux syndicats d'employeurs, qui rencontre à Matignon Pierre Mauroy et qui obtient un moratoire sur les charges. Et notamment, une des manières de le faire, ça va être de mettre en place ces déplafonnements et de commencer immédiatement à penser à l'étape suivante. C'est-à-dire que dès cette période-là, il y a l'idée de dire ça va pas suffire de déplafonner, il va falloir faire autre chose. Et la manière de faire autrement, c'est de dire il va falloir carrément faire baisser la courbe violette. D'accord ? Pour l'instant, l'idée c'est que la croissance de la courbe violette est ralentie, presque arrêtée, parce que on fait croître sur les plus hauts salaires, mais l'idée ensuite c'est de la faire baisser. Et de la faire baisser comment ? En créant un allègement de cotisation sociale. Alors il faut le financer, et l'idée c'est de le financer par impôt. Donc c'est ce processus d'abord de réflexion dans les années 80 va aboutir au tout début des années 90, d'abord par la création de la CSG, donc la contribution sociale généralisée, que normalement vous connaissez bien, qui est créée en 91, qui s'appelle contribution, pas cotisation, c'est pas une cotisation, mais contribution pour un peu sonner pareil, sociale, parce qu'elle finance, c'est un impôt, mais c'est un impôt qui finance la protection sociale, qui est directement, qui la finance, et qui a pour but, justement, de financer à la place des cotisations. Alors, après coup, et de permettre de mettre en place des allègements de cotisation. Alors, après coup, les allègements de cotisation, ils vont être renforcés et ils vont être financés pas que par la CSG, ils vont être financés par d'autres modes,
par des augmentations de la TVA et par le budget général, c'est-à-dire un peu tous les impôts sans forcément préciser lequel finance directement. Donc ces allègements, ils commencent du coup en 93. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a ce lien finalement, c'est-à-dire qu'on a un type de politique qui est préparé par la gauche dans les années 80 et le début des années 90, qui fait à la fois toutes les études, tous les rapports pour savoir comment on peut le mettre, etc., qui est toute prête en 93, mais la gauche perd les législatives, et c'est Édouard Balladur qui arrive comme Premier ministre et qui a tout qui est prêt, et donc il n'a plus qu'à le mettre en place. Donc effectivement, c'est la droite qui le met en place, mais sur quelque chose qui a été préparé avant. Et donc ça consiste en quoi? L'idée, c'est de dire, le problème, il est sur le coût du travail, principalement sur les bas salaires. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer le coût du travail en diminuant les cotisations sur les bas salaires. Donc, ce que vous avez ici, là, c'est le niveau de rémunération en proportion du SMIC, parce que tous ces dispositifs sont en fonction du niveau du salaire minimum. Et l'idée, c'est de dire, pour les salariés qui sont payés entre le SMIC et 1,1 fois le SMIC, ce qu'on va faire, c'est que leur employeur n'aura pas à payer les cotisations de la branche famille. Les cotisations employeurs de la branche famille, à l'époque, elles étaient de 5,4%. C'est pour ça que vous avez 5,4%. Donc l'idée, c'est de dire, on va baisser le coût du travail au niveau du SMIC, simplement en faisant en sorte que l'employeur n'a plus à payer les cotisations famille sur ces niveaux de salaire. Et évidemment, on va garder la politique sociale familiale en finançant autrement cette branche famille par de l'impôt. Et puis, pour que ce soit pas totalement abrupt comme fin, pour les salariés qui sont payés entre 1,1 et 1,2 SMIC, on dit les employeurs ont à payer juste la moitié de la cotisation famille, donc 2,7% au lieu de 5,4%, c'est-à-dire qu'ils ont un allègement de l'autre moitié, celle qui ne paye pas, de 0,7%. D'accord? Donc c'est ça le point. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est l'introduction, mais ensuite, ces allègements n'ont fait que augmenter. Donc, vous êtes prêts pour le voyage. D'abord, l'année suivante, ce qu'on fait, c'est que on augmente jusqu'à 1,3 fois le SMIC, le demi-allègement. L'année suivante, on augmente jusqu'à 1,2 SMIC l'exonération pleine. Et l'année encore suivante, alors là, il y a un changement. C'est l'allègement Juppé. Et l'allègement Juppé, il veut augmenter, il veut aller beaucoup plus loin. Donc finalement, il dit, là, ok, on augmente, mais sur les salaires qui sont touchés, on voudrait faire quelque chose de beaucoup plus fort d'un coup. Et donc, avoir un allègement beaucoup plus fort au niveau du SMIC. Mais pour que ça coûte pas trop cher, il faut que ce soit vraiment ciblé au niveau du SMIC. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir un dispositif qui va être plus compliqué à écrire, parce qu'au lieu de dire on paye pas les cotisations famille ou on paye que la moitié des cotisations famille, on va dire on va bénéficier d'un allègement, c'est-à-dire qu'on va prendre l'ensemble de ces cotisations sociales et on va retirer de ce qu'on paye effectivement un montant qui va dépendre d'un barème plus compliqué. Ce barème, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est 18% au niveau du SMIC, et ensuite, en fonction du salaire en proportion du SMIC, on va avoir un allègement qui va être, donc si on regarde là, au niveau de 1,2 SMIC, on est un peu au-dessus de 6%. D'accord ? Et donc là, on prend l'ensemble des cotisations et on retire cette exonération de la facture totale. D'accord ? Mais donc avec quelque chose qui maintenant devient continu. Donc ça, c'est 96, on y reste un petit peu, et puis en 2000, ce qui se passe, alors c'est très particulier, c'est pour ça que je l'ai mis en pointillé, c'est-à-dire que c'est pas censé être quelque chose de pérenne, c'est une incitation au passage aux 35 heures. Et donc c'est l'idée, c'est pour les entreprises qui négocient le passage aux 35 heures sans diminution de salaire, on les subventionne d'une certaine manière pour ce cas-là, parce qu'effectivement, passer aux 35 heures sans baisser le salaire global, ça veut dire augmenter un peu le salaire net. Et donc, il y a l'idée de dire, on les subventionne en rajoutant une couche d'exonération supplémentaire, mais qui, à la fin du processus, va être
pérennisé d'une certaine manière pour sa partie haute par les exonérations Fillon, qui vont rester pendant très longtemps, qui sont restées finalement, qui ensuite ne s'appellent plus exonération Fillon, qui sont appelées exonération générale et qui ont été en fonction jusqu'au 1er janvier 2026. Ensuite, l'étape suivante, c'est si on reprend l'historique, parce que j'ai un peu de temps, faut que j'aille un peu plus vite quand même. En 2012, après la crise, la grande crise, Nicolas Sarkozy va dire la solution, c'est de baisser les cotisations, et donc il promeut, parce que c'est un peu la mode à ce moment-là, la TVA sociale, d'accord ? Et donc il met en place la TVA sociale. En fait, la TVA sociale, c'est une exonération de cotisation sociale, simplement financée par la TVA. D'accord ? Et donc, plutôt que de dire exonération supplémentaire, on dit TVA sociale, mais c'est rajouter un cran d'exonération et compenser la sécurité sociale en augmentant la TVA et en attribuant à la sécurité sociale le surplus de finances de cette TVA. Alors, pourquoi c'est pas écrit ? Parce qu'en fait, il le fait voter début 2012, que François Hollande est élu au printemps, et que dans le projet de loi de finances rectificative, donc le premier loi de finances, François Hollande annule la TVA sociale. D'accord ? Mais entre-temps, il a demandé un rapport à Louis Gallois sur comment réindustrialiser la France, et Louis Gallois lui dit ce qu'il faut, c'est le problème, c'est que les industries, elles payent pas de bas salaires, elles payent que des hauts salaires. Donc, ce qu'il faut pour aider l'industrie, c'est généraliser les exonérations de cotisation aux hauts salaires. D'accord ? Et donc, Louis Gallois dit, il faut étendre les exonérations de cotisation jusqu'à 3,5 fois le SMIC pour pouvoir faire bénéficier l'industrie. Parce que l'industrie paye des plus hauts salaires, notamment que beaucoup de services. Alors là, à ce moment-là, il y a un débat interne, notamment parce qu'il y a un certain nombre d'économistes du travail qui défendent très très fortement cette idée de coût du travail au niveau des bas salaires. Et le compromis trouvé, c'est de dire bon, on va pas aller jusqu'à 3,5 SMIC, on va aller que jusqu'à 2,5, et on va pas simplement étendre, on va rajouter une couche. Et donc rajouter une couche, ça veut dire que on va aussi augmenter au niveau des bas salaires, puisqu'on rajoute pour tous les niveaux de salaire. Et donc c'est ce qui a été le crédit d'impôt compétitivité emploi, alors qui passe pas par une exonération de cotisation sociale dès le début, mais qui est une autre forme pour des raisons qu'on n'a pas le temps d'évoquer là, qui sont principalement des raisons pratiques. Et donc ce CICE rajoute 6% pour tous les salaires jusqu'à 2,5 fois le SMIC. D'accord ? Alors, en fait, c'est 4% la première année, 6% à partir de la deuxième année. Ok ? Et puis ensuite, cette idée n'est pas totalement perdue de monter jusqu'à 3,5 SMIC. Et donc ça, c'est une deuxième loi en 2015 et 2016 qui rentre aussi en deux temps, qui, dans le cadre du pacte de responsabilité, qui est un nouvel allègement, là pour le coup une vraie exonération de cotisation de 1,8% supplémentaire, pareil, pour tous les salaires, d'abord jusqu'à 1,6 SMIC, puis étendu jusqu'à 3,5 SMIC. Donc là, vous avez votre courbe en violette, donc qui effectivement a cette forme bizarre, parce que ici, on a la somme de différents dispositifs, les allègements généraux plus le CICE, plus le pacte de responsabilité, et puis ici, on n'a plus que le CICE et le pacte de responsabilité, et ici plus que le pacte de responsabilité. D'accord ? Et en fait, ce qui se passe ensuite, je vous passe 2019. 2019, ce qui se passe, c'est que bon, entre-temps, le CICE était passé à 7%, il est revenu à 6%, mais il basculait effectivement en exonération de cotisation sociale. D'accord ? Donc là, maintenant, vous avez cette orange, d'accord, qui est un peu celle que j'avais, qui est presque comme la violette, sauf que dans le cadre de ce basculement, on rajoute, vous voyez, un peu 4% au niveau du salaire minimum. Et donc, jusqu'à l'année dernière, on avait cette accumulation, parce qu'en fait, il y a plusieurs dispositifs derrière ça, qui montent jusqu'à 40% d'exonération au niveau du salaire minimum, qui décroît fortement jusqu'à 1,6 SMIC, et puis qui ensuite va être plus stable jusqu'à 2,5, puis 3,5 SMIC. D'accord ? Pour donner une idée juste de combien ça coûte, c'est 80 milliards
d'euros par an. Si vous avez un peu en tête un certain nombre de choses, c'est des montants qui sont très très importants. C'est-à-dire que au départ, l'objectif initial de l'ensemble du budget de la sécurité sociale, de l'État et des collectivités locales au début d'année visait à faire baisser le déficit de 44 milliards. D'accord ? Donc ça, c'est 2 fois l'objectif de baisse de déficit. Donc c'est pour vous et juste 44 milliards, on n'a pas réussi, hein, parce que en fait on n'a pas réussi. Là, le budget tel qu'il est voté ne fait pas cette baisse-là. Et donc voilà, c'était quelque chose qui était présenté comme énorme. Il faut bien voir que c'est juste cet ensemble de politiques, c'est 80 milliards. D'accord, 3% du PIB, une autre manière de voir les choses. Vous avez 3% du PIB qui est de la subvention aux employeurs sur leurs cotisations sociales. Donc voilà, donc ça c'est le premier point, et vous voyez ça a été le premier historiquement, il s'est développé au fur et à mesure. Un des points qui est important, c'est qu'à partir du moment où l'État finance la sécurité sociale, même si l'État reste minoritaire dans le financement, il le finance, eh ben, si je finance, j'ai mon mot à dire. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'État a pris aussi le contrôle sur la protection sociale elle-même. Une des manières très très claires de voir ça, c'est si vous prenez le cas de donc le cas d'un des jusqu'à récemment un des seuls assurances sociales qui n'était pas étatisée, c'était l'assurance chômage, qui restait paritaire. En 2017, Emmanuel Macron décide, dans un cas pour dire voilà, c'est pour aider le pouvoir d'achat, on va enlever, alors cette fois c'est pas les cotisations employeurs, c'est les cotisations employées sur le chômage. On retire les cotisations employées sur le chômage immédiatement et on le finance par de la CSG. À ce moment-là, il dit du coup maintenant cette assurance chômage, ok, c'était paritaire, mais enfin j'en finance une bonne partie. Donc en fait, il va falloir que j'ai plus mon mot à dire sur le... Et donc il se met à envoyer des lettres de cadrage beaucoup plus strictes aux partenaires sociaux dans leurs négociations. Le résultat, c'est que les négociations aboutissent pas et que c'est l'État qui décide des réformes. Et vous avez une succession de réformes, 2019, 2021, 2023. Il y en avait une qui était prévue en 2024, qui était toute prête, et puis qui a pas eu lieu pour l'instant, mais qui est toujours dans les limbes. Et donc voilà. Et donc on a ça. Et donc en fait, ce point du financement, il est pas neutre. Sur l'ensemble de la protection sociale, ça s'observe comment ? Typiquement, j'ai commencé en faisant le lien avec l'actualité, en vous parlant du projet de loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi de finances. Le projet de loi de finances, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. L'État doit décider de ses finances. Par contre, le financement de la sécurité sociale, c'était pas l'État qui le finançait, puisque la sécurité sociale était une autre forme d'administration publique. Et en fait, on a ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire que c'est l'État qui décide du budget de la sécurité sociale, c'est au milieu des années 90. D'accord ? Donc, en fait, c'est en partie lié à ces choses-là. C'est-à-dire que derrière, évidemment, l'idée, c'est de dire, on va reprendre en main, c'est l'État qui finance, et évidemment, si l'État finance, il doit avoir son mot à dire sur ce qu'il finance. C'est ce qui est relativement logique, et on a la mise en place de ces projets de loi de financement de la sécurité sociale qui vont avoir des impacts sur son financement, en général, pas pour l'augmenter. D'accord ? Donc, vous avez... Alors, il y avait eu des prémices avant. On parlait tout à l'heure des couleurs politiques, en fait. Dès 86, quand la droite arrive au pouvoir, si vous lisez la plateforme Chirac-Le Canuet de 86, ils mettent dans leur plateforme notre protection sociale, c'est très bien, mais ça coûte trop cher, et ça coûte trop cher, notamment en termes de coût du travail, et donc il faut baisser le coût de la protection sociale. Donc vraiment dans la plateforme Chirac-Le Canuet, c'est dit explicitement. Alors en fait, en 2 ans, ils n'ont pas le temps de faire grand-chose. D'accord ? Et donc finalement, cette chose-là est à peine commencée, avec quelques mesures éparses sur la santé. Il y a quelques mesures quand même sur la santé, des formes de déremboursement, mais assez peu de choses à ce moment-là. Et le gros va arriver quand la droite va revenir au pouvoir, parce qu'effectivement cette question-là c'est plus poussée par la droite, et donc notamment en 93 avec la première des réformes des retraites, et puis ensuite vous allez en avoir régulièrement des réformes des retraites jusqu'à la dernière en date en 2023.
D'accord ? Et sur la dernière en date, en 2023, si vous écoutez les discours d'Elisabeth Borne, notamment il y a une interview sur Europe 1 où elle dit « On fait la réforme des retraites parce que on ne veut surtout pas pénaliser le coût du travail, parce que certes, le besoin de financement, parce que le journaliste lui dit, il y a des calculs qui disent que c'est vraiment très très peu l'augmentation de cotisation pour financer le système de retraite. Le corps dit que le système de retraite n'est pas en péril, et la réponse d'Elisabeth Borne, c'est non, on ne veut absolument pas du tout augmenter les cotisations parce qu'on ne veut pas augmenter le coût du travail. Et elle le répète, le problème c'est le coût du travail. Donc elle lie directement le choix de la réforme des retraites à cette réforme du coût du travail. Et donc ça c'est pour les retraites, vous les connaissez bien. Il y a aussi beaucoup de réformes sur la santé qui sont moins connues parce que justement c'est moins des grandes réformes que beaucoup de petites réformes, et notamment un des points qui passe beaucoup par ce passage en projet de loi de financement de la sécurité sociale. Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que on décide du montant, donc c'est l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM. On décide nationalement l'ONDAM, et ensuite, les organismes de l'assurance maladie doivent tenir le budget. Et donc finalement, alors on va les aider, on peut mettre plein de dispositifs, mais il y a l'idée que c'est moins une grosse réforme que on capte, et du coup, ensuite on se débrouille pour faire les économies nécessaires. D'accord ? Et donc c'est aussi pour ça que c'est moins visible, mais c'est aussi lié à cette question du financement. Et donc on a cet ensemble de mesures qui vont se mettre en place. Donc les plus voyantes, c'est effectivement la réforme des retraites et toutes ces modifications du système de santé. Alors pourquoi ces deux-là ? Parce que c'est les deux gros morceaux. Faut voir qu'à eux deux, c'est 2/3 du budget de la sécurité sociale. Donc évidemment, c'est les deux gros morceaux pour la sécurité sociale. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième, lui, il arrive plus tard parce que forcément, politiquement, il est plus coûteux. Mais on a un troisième point qui arrive avec les modérations de salaire. Donc, je pense que les grands éléments pour comprendre ces éléments de modération de salaire, c'est pas directement. Alors, il y a quand même le fait que l'État a directement la main sur le SMIC lui-même. Et donc, si on regarde, généralement, il y avait ce qu'on appelait les coups de pouce. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, alors même si on a moins de croissance, on a de la croissance. Donc si vous voulez partager les fruits de la croissance avec l'ensemble des travailleurs, notamment à bas salaire, il faut augmenter le SMIC au moins du niveau de la croissance. D'accord ? Or, le SMIC, il est augmenté de l'inflation. Même si on a une croissance molle, ce qu'on appelle la croissance, c'est la croissance corrigée de l'inflation. D'accord ? Donc c'est déjà corrigé de l'inflation. Donc ce qui veut dire que quand on ne fait pas de coup de pouce au SMIC, quand on le laisse évoluer avec l'inflation, ce qu'on fait depuis 2012, le dernier coup de pouce au SMIC c'était 2012, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les faibles fruits de la croissance depuis 2012, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu un peu, les faibles fruits de la croissance, les salariés au SMIC en touchent 0. D'accord ? Donc ça c'est déjà un point qui quelque part s'attaque au salaire net par le bas. Mais ensuite, les autres manières de toucher, c'est de permettre des contournements des règles du salariat. Et là, la grosse mesure, c'est 2008, la création du statut d'auto-entrepreneur, d'accord, qui permet effectivement, et là on a, au départ, qui était présenté comme le statut d'auto-entrepreneur, ça va permettre, dans l'idée, travailler plus pour gagner plus à des salariés, d'avoir une activité accessoire indépendante, mais la réalité c'est pas celle-là. Quand on regarde les statistiques, la réalité c'est que la plupart des auto-entrepreneurs sont auto-entrepreneurs uniquement, ils sont pas salariés à côté, ils sont que auto-entrepreneurs, et ils ont des rémunérations particulièrement faibles, notamment si on les rapporte à leur temps de travail, souvent inférieurs au SMIC. Donc ça participe. Et puis ensuite, les autres mesures, c'est les pouvoirs de négociation. Je vous ai dit, il y a des choses, la situation conjoncturelle pèse sur les pouvoirs de négociation, ça c'est pas des politiques, ça évidemment, mais il y a en plus des politiques différentes, et notamment l'idée, si on veut, l'idée générale, c'est ce qu'on appelle la décentralisation de la négociation. C'est-à-dire que les négociations, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau des branches. La branche, c'est le secteur industriel. Quelque part, quand on négocie au niveau de la branche, on négocie les règles du jeu de la concurrence. Et donc, quelque part, les salariés, au niveau de la branche, ont un peu plus de pouvoir, pas forcément dans le contexte international, pas forcément beaucoup, mais un peu plus de pouvoir. Quand on décentralise au niveau de l'entreprise, on
on n'est plus à ce niveau-là, c'est-à-dire que notamment il y a une nouvelle possibilité, enfin il y a un élément qui est pas une possibilité, qui est une réalité, qui est que la concurrence entre entreprises concurrentes de la même branche va peser sur les négociations. D'accord ? L'idée c'est de dire bah oui, moi je peux pas accepter telle condition de travail améliorée ou tel salaire amélioré, parce que si moi je te le donne, notre concurrent il le donne pas, il va nous piquer tout le marché. Évidemment, ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire au niveau de la branche. Alors, on le fait si on a des secteurs qui sont exposés à la concurrence internationale, mais c'est une minorité en fait des secteurs. D'accord ? Pour tous les secteurs qui sont pas exposés à la concurrence internationale, on n'a pas ce chantage-là qui peut opérer au niveau de la branche. Et donc, quand on décentralise au niveau des entreprises, on pèse sur le pouvoir de négociation. Et c'est pas quelque chose qui est à nouveau que simplement moi je dis comme ça. C'est quand vous regardez les guidelines de la, enfin les conseils de la Commission européenne aux États, elle recommande les recommandations, c'est ça le terme, excusez-moi. Les recommandations aux États, elle recommande la décentralisation des négociations. Alors, elle dit pas pour faire baisser les salaires, parce que ça on peut pas le marquer, mais c'est pas loin, elle dit pour pouvoir avoir un meilleur ajustement des salaires en période de crise. Ok, donc on voit bien que c'est le but. Donc voilà, donc on a tout ça. Donc ça passe par quoi ? Ben ça passe par les grandes finalement avec des mouvements sociaux qui ont été liés, enfin pas tous. C'est la loi travail de 2016, les ordonnances travail de 2017 qui opèrent alors un petit peu, mais un petit peu plus à chaque fois, c'est décentralisation. La question aussi de formes de dépénalisation des licenciements abusifs, qui aussi modifie le pouvoir de négociation évidemment des travailleurs et puis les réformes du chômage. Parce que de la même manière, en fait, et là d'ailleurs à nouveau c'était dit explicitement, c'était dit pourquoi on réforme le chômage ? On réforme l'assurance chômage parce que regardez, on a des secteurs où on a des pénuries d'emploi. Et donc, c'est bien l'idée de dire, on va baisser les assurances chômage pour forcer les gens à accepter ces emplois. Or, en fait, quand on regarde les secteurs où on a des pénuries d'emploi, c'est soit des secteurs qui demandent des travailleurs dont les qualifications sont rares, et là, évidemment, les travailleurs n'existent pas, on va pas pouvoir le faire, soit des métiers aux conditions de travail particulièrement dégradées. Alors c'est pas tant le salaire, même si c'est aussi le salaire, parce qu'il y a quand même des protections à travers le salaire minimum, mais c'est souvent sur les conditions de travail. D'accord ? Donc on a toutes ces pressions là, et donc la réalité, mais là il va falloir que j'accélère. La réalité, c'est que on a ce que vous voyez en rouge, une baisse qui est effectivement effective du coût du travail que rapporté au PIB par habitant, à la productivité. D'accord ? Et donc on a bien dans cette question du partage des fruits de la croissance. Alors évidemment, vous avez un petit élément qui va dans le sens inverse pendant la grande crise, parce qu'à ce moment-là, le PIB baisse, d'accord ? Et donc, comme les salaires ne baissent pas à ce moment-là, en proportion du PIB par habitant, ils augmentent, d'accord ? Donc ça, mais sinon, sur l'ensemble de la période, on voit bien qu'on a effectivement une baisse du coût du travail. Et quand on fait les évaluations, je vais passer rapidement sur ça. L'ensemble des évaluations, en fait, nous montre, à la fois quand on fait des évaluations macro sur l'effet global des emplois et quand on fait des évaluations micro, c'est-à-dire en regardant, moi, ce que j'ai fait notamment par exemple pour le CICE. Ce qu'on fait pour le CICE, c'est j'ai eu accès à l'ensemble des bilans de toutes les entreprises de France. Et on peut les suivre avant et après le CICE. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, à partir des bilans des entreprises avant le CICE, on les a mis dans des petites boîtes où elles étaient similaires. Parce qu'évidemment, les entreprises sont toutes différentes, mais on a regroupé, comme on avait toutes les entreprises, on pouvait faire des boîtes assez petites pour que les entreprises soient très très similaires à l'intérieur de chaque boîte, d'accord ? Mais avec beaucoup d'entreprises quand même, pour avoir de la comparabilité. Et ensuite, on a repéré à l'intérieur de chaque boîte les entreprises qui, étant donné leurs caractéristiques, allaient ou pas bénéficier du CICE. Et ensuite, on a comparé, du coup, à l'intérieur de chaque boîte, donc des entreprises qui sont similaires, celles qui allaient beaucoup bénéficier du CICE et celles qui allaient pas bénéficier du CICE. Et on regarde leur évolution. L'évolution avant le CICE, c'est la même. Logiquement, c'est les entreprises qui sont très similaires. Elles évoluent de la même manière. L'évolution après le CICE, en termes d'emploi, c'est la même.
Aucune différence. En termes de salaire des ouvriers et des employés, c'est la même. En termes de salaire des cadres, là, ça diverge. Et les entreprises qui ont plus bénéficié du CICE ont vu une plus grande augmentation de l'augmentation des salaires de leurs cadres. Donc en fait, le résultat, ça n'a pas été un accroissement de l'emploi, et donc là on le regarde vraiment au niveau micro d'un dispositif, mais on peut le multiplier sur l'ensemble des dispositifs, et on peut regarder sur des choses similaires à l'étranger. C'est pour ça que je mettais le cas là d'une augmentation très forte de alors c'est peut-être pas très parlant, donc je vais vous le faire pour pas perdre de temps, je vais vous faire à l'oral, une augmentation très forte du salaire minimum en Ontario, parce que au Canada c'est par province les salaires minimums, qui a augmenté en 2018 à un niveau supérieur au SMIC français. Donc c'est pas qu'on est à des bas niveaux, on augmente plus haut que le SMIC français avec une augmentation de 21% d'un coup. Donc c'est à la fois une très grosse augmentation et à un niveau plus haut que le SMIC français. Et quand on regarde le taux de chômage, en fait c'est ça qu'on regarde ici. Donc vous avez le taux de chômage et puis on peut le comparer avec les autres provinces qui n'ont pas connu donc l'augmentation dont je parle de 20,7% en Ontario en rouge ici, d'accord, en 2018. Quand on compare ensuite avec les courbes de chômage en Ontario, au Québec ou en Alberta, aucune différence. Donc là on a quand même un gros choc, 21% d'un coup, à un niveau plus haut que la France, pas d'effet. D'accord? Donc et ça on peut les multiplier toutes ces évaluations là. Donc voilà, le constat est assez fort, ça n'a pas créé d'emploi. Ça n'a pas créé d'emploi, mais ça a créé des inégalités. Ça a créé des inégalités par plusieurs manières. L'exemple que je vous ai donné sur le CICE, c'est que finalement ça n'a pas bénéficié aux salariés les moins favorisés, ni en termes d'emploi, ni en termes de salaire. Et ça a bénéficié, pas en termes d'emploi, mais en termes de salaire, aux salariés les plus favorisés. Et évidemment, aux employeurs. Parce que dans la même période, on a une augmentation des marges et une explosion des dividendes. Donc ça, c'est le premier point, l'augmentation des inégalités. Et ça vaut pour la question de financement, c'est l'exemple que je viens de donner, parce que là, c'est un cadre de financement, ça vaut encore plus sur la protection sociale elle-même, puisque quand on réduit la protection sociale, c'est les moins favorisés qui en pâtissent le plus, notamment parce que les plus favorisés, ça leur coûte, mais ils peuvent quelque part s'assurer sur les marchés privés. Donc c'est coûteux, mais au moins ils continuent à être assurés. Alors que les moins favorisés n'ont pas forcément les moyens de s'assurer sur les marchés privés, donc simplement ils sont plus assurés. Donc ils en pâtissent fortement. Et puis le dernier point sur le niveau des salaires, au niveau, c'est forcément cette baisse des négociations collectives, ça pèse sur ceux qui n'ont pas de pouvoir de négociation individuelle et qui donc dépendent des négociations collectives. Et donc à nouveau, c'est les salariés les moins favorisés. Donc là, on a un accroissement des inégalités des trois manières. Le point, c'est que ça n'a pas seulement d'effets d'inégalité, ça a d'autres effets. Ça a un effet sur la peur d'augmenter les salaires à la fois, et là c'est important, dans le public et dans le privé. Dans le privé, c'est l'idée de dire, si j'augmente mes salariés, ça va me coûter un peu plus cher, il faut que je les paye plus, mais comme les allègements de cotisation dépendent du niveau de salaire, si je paye plus mes salariés, je vais bénéficier de moins d'allègements de cotisation. Et donc en fait, ça va me coûter plus cher 2 fois, en salaire et en moindre allègement de cotisation. Donc ça rend plus coûteux l'augmentation dans le privé. Et dans le public, on l'a bien vu d'ailleurs dans les dernières élections législatives, où il y avait une proposition d'augmentation du SMIC de 14%. En fait, on a fait des simulations, et cette augmentation du SMIC de 14%, elle coûtait pas aux employeurs, elle coûtait à l'État. Parce qu'en fait, vous augmentez le SMIC, donc vous décalez le barème des allègements de cotisation, d'autant de votre augmentation. Et donc vous avez des hauts salaires qui vont pas augmenter autant que l'augmentation du SMIC et qui vont se mettre à bénéficier de plus grands allègements de cotisation. D'accord ? Et en fait, quand on fait le compte pour la plupart des entreprises, c'est gagnant. Cette augmentation du SMIC, sauf pour celles qui n'emploient que des salariés au SMIC, mais dès que vous employez des salariés un peu plus haut que le SMIC, ils sont rattrapés par le SMIC et vous y gagnez en allègement de cotisation. D'accord ? Par contre, ça veut dire que pour le budget de l'État, ça fait beaucoup plus d'allègement de cotisation. Et donc en fait, le SMIC, il coûte à l'État. Ce qui est aussi un des liens, des choses qui expliquent pourquoi
depuis 2012, il n'y a pas eu d'augmentation du SMIC. Parce que quand vous avez une augmentation du SMIC, dans les couloirs de Bercy, quand vous avez une idée d'augmentation du SMIC, dans les couloirs de Bercy, on dit on n'a pas les sous. On n'a pas les sous publics pour se permettre une augmentation du SMIC. Il y a une question qui va avec, c'est l'incitation aux faibles productivités. C'est-à-dire que si derrière, on subventionne fortement les bas salaires, on va subventionner finalement les entreprises et les dispositifs de production dans lesquels on a plutôt des bas salaires, et donc c'est pas une incitation à la productivité. Je vais passer pas trop de temps là-dessus parce qu'il faut que je finisse. Et le dernier point, c'est que on a un problème budgétaire qui est créé parce que ça coûte très cher. Et quelque part, et d'ailleurs on le voit là, le budget a encore proposé une augmentation de la prime d'activité. C'est quoi le principe de la prime d'activité? La prime d'activité, c'est dire on n'augmente plus le SMIC, et donc en fait les salariés du privé voient leur pouvoir d'achat baisser. Enfin, leur pouvoir d'achat relatif baisser. Et comme on veut pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'État qui va payer leur salaire à la place de l'employeur privé. Et en fait, l'État, il paye le salaire du privé de deux manières. Il paye le salaire du privé à travers les allègements de cotisation et à travers la prime d'activité. D'accord? Là où ça se voit très très bien, à nouveau, c'est 2018, 10 décembre 2018, prise de discours d'Emmanuel Macron en réponse aux Gilets jaunes. Et dans son discours, il dit « Je vais prendre une mesure pour augmenter de 100 € le SMIC. » Mais il précise, et c'est là où il a trompé personne, il fallait juste bien écouter, il dit « sans que ça ne coûte à son employeur ». Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas touché au SMIC. Il a augmenté de 100 € la surprime, qui en plus ne touche pas tout le monde, la surprime de la prime d'activité. D'accord? Donc il y a bien cette idée, et dans la phrase « pour que ça ne coûte pas à l'employeur », il y a bien cette idée que les salaires sont de plus en plus payés par l'État et pas par le privé. Faut bien voir qu'aujourd'hui c'est 700 € pour un travailleur au SMIC à temps plein, c'est plus de 700 € d'allègement de cotisation. D'accord? Donc l'État paye 700 € pour chaque travailleur à temps plein au SMIC en allègement de cotisation, sans parler de la prime d'activité. Donc on a des par mois, hein. Le 700 € c'est pas par an, hein, c'est par mois. Ah oui, par mois. Donc voilà. Donc là il y a un gros problème, et donc effectivement il y a cette idée d'enferme. Pourquoi j'ai dit c'est un triangle d'impossibilité? Parce que si on veut que les salariés soient payés, à un moment il va falloir soit que l'employeur les paye, soit que l'État les paye, mais il faut bien que quelqu'un paye. Donc et c'est là où on est dans notre problème, c'est qu'aujourd'hui on a une vraie crise du pouvoir d'achat. On se refuse totalement à augmenter ce que payent les employeurs, sauf que pendant longtemps on a compensé sur dépenses publiques, et qu'aujourd'hui on a un vrai problème public et l'État peut plus payer. D'accord? Alors en fait, il n'a pas augmenté que les impôts. D'ailleurs, l'État, il a diminué aussi sur son budget général, parce que je vous dis, il y a le budget général, et on peut voir un certain nombre d'investissements publics, pas dans la protection sociale, mais de son budget général, quand on fait en comparaison internationale, l'investissement dans l'éducation, l'investissement dans l'innovation, tout ça, les dépenses publiques françaises sont particulièrement en berne par rapport aux autres pays européens. Et c'est en partie lié au fait que les budgets sont contraints parce que on paye très très cher dans ces politiques-là pour payer les salaires à la place de l'employeur. Alors, peut-être que je dois m'arrêter là. Je sais pas où. Il n'y a pas de. Alors si j'arrête là, il y a un constat un peu négatif. Juste le point pour conclure. Je vais pas vous refaire tous les graphiques parce qu'il n'y a pas le temps. Il y a un début de changement quand même malgré tout par la contrainte. Donc il y a eu, je vous ai dit, il y a un changement. Depuis le 1er janvier, on a changé le barème. On a changé le barème, mais il coûte toujours autant. Il coûte toujours 80 milliards. D'accord. Les évaluations, c'est qu'il devrait coûter peut-être 1 milliard de moins ou un peu moins d'1 milliard de moins. Ok. Donc on est toujours ça, mais on a changé la forme. Je ne veux pas vous remettre la forme est un peu différente. Donc ça c'est le premier point, mais en tout cas on discute de plus en plus de revenir en arrière. De revenir en arrière parce que c'est de dire on a des dépenses qui sont très coûteuses, finalement en fonds publics, pour payer les salaires à la place de l'employeur, qui ne sont pas efficaces. D'accord. Et par ailleurs, on n'arrive pas à financer plein de choses qui seraient plus efficaces. Et donc, pour les pistes d'alternatives, vous pourrez peut-être en proposer ou en discuter dans la discussion. Je vais m'arrêter là, mais je pense que ça passe forcément par l'idée de dire, de sortir de ce triangle d'impossibilité. Pour sortir du triangle d'impossibilité, il faut choisir soit que les travailleurs soient moins payés,
Je pense que c'est pas forcément le bon sens. Et même économiquement, ça pose des problèmes en termes de demande, indépendamment du bien-être des travailleurs qui quand même compte. Soit on dit bah c'est l'État qui continue à payer, sauf qu'en fait aujourd'hui il peut plus. Et donc la seule solution d'en sortir, c'est dire bah ok, il va falloir assumer une augmentation du coût du travail. Une augmentation du coût du travail pour que les salariés soient mieux payés et pour que ce soit un peu moins l'État qui paye à la place des employeurs et que l'État du coup puisse utiliser ses ressources pour les biens publics dont l'ensemble de l'économie, de la société et de l'économie aussi a besoin, puisque ces dépenses publiques, ces investissements, c'est aussi des choses qui rendent les entreprises plus productives et dont pâtissent aujourd'hui les entreprises. C'est-à-dire qu'elles y gagnent d'un côté en payant moins cher, mais de l'autre côté, elles ont plein de pertes de productivité parce qu'on manque d'investissement de l'État en services publics qui aident les entreprises. Donc voilà. Donc la grande idée, après on pourra détailler peut-être plus si vous avez des idées ou des questions, mais je pense que l'idée générale, c'est de sortir de cet triangle d'impossibilité par ce côté-là, en assumant une augmentation du coût du travail, en l'accompagnant, en le faisant progressivement. Là, il y a des manières aussi de le faire progressivement, et en utilisant ces ressources pour que les salariés soient mieux payés et que l'État soit moins impécunieux. Bonsoir, merci pour cet exposé éclairant. Deux petites questions, enfin une qui est pas une petite question, mais si on entend la droite, le MEDEF, etc., c'est impossible de baisser le coût du travail parce que la compétitivité des entreprises françaises sur le marché international, etc., et bref, et d'ailleurs le travail coûte beaucoup plus cher en France qu'il ne coûte ailleurs, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on perd les marchés, qu'on se désindustrialise, etc., Donc j'aimerais que vous nous répondiez sur ce point. Et deuxièmement, vous avez fait un balayage donc des politiques de l'emploi, voilà, en le concentrant sur la baisse du coût du travail. Il me semblait, mais peut-être que le souvenir embellit quand même, que il y a une mesure qui avait créé de l'emploi, et j'ai en tête le chiffre de 400 000 emplois créés par le passage aux 35 heures. Est-ce que je rêve ma vie ou est-ce que c'est bien ça la réalité? J'ai en tête que dans ces années-là, on avait gagné 700 000 emplois, 300 000 par la croissance, 400 000 par les 35 heures. Alors, du coup, j'ai la deuxième question. La première, oui, mais ça, c'est l'argument. C'est l'argument. Le point, c'est que c'est pas ce que nous disent les données. C'est-à-dire que ce que nous disent les données, alors on pourrait dire oui, mais alors, ce qui est pas faux, on a ouvert les marchés à la concurrence internationale, donc la concurrence internationale est plus forte. Maintenant, il faut bien voir que quand on regarde l'ensemble des emplois en France, la majeure partie reste non soumise à la concurrence internationale. La partie qui est soumise à la concurrence internationale, c'est justement, et c'était l'argument de Louis Gallois pour dire il faut étendre les allégements de cotisations sociales, ça concerne des entreprises industrielles, et même sur les entreprises industrielles, vous en avez toute une gamme. En gros, celles qui exportent, celles qui sont liées à la concurrence internationale, c'est les entreprises qui payent les plus hauts salaires. D'accord ? Parce que c'est les entreprises qui sont, en gros, la concurrence internationale, il faut le voir comment et avec qui on veut la faire. Est-ce qu'on pense vraiment qu'on peut concurrencer le Vietnam en niveau de salaire ? Je ne pense pas. Ou alors, il faudrait vraiment aller très très bas. Donc le niveau de concurrence internationale de la France, elle se situe sur la qualité. Et donc sur la qualité, ça dépend de la formation et ça dépend des politiques d'innovation. Et alors là, je rejoins, on avait parlé de points. Les politiques d'innovation, on le fait aussi par la défiscalisation. Si vous regardez les pays qui ont fait de l'innovation, notamment les États-Unis, comment ils innovent sous fonds publics. D'accord ? Et donc derrière, si on veut être plus concurrentiel, donc sur la partie non protégée de la concurrence internationale, ce qui va compter en premier, c'est la demande. Et donc c'est le pouvoir d'achat des Français. Sur cette partie-là, c'est le salaire net qui va compter. Sur l'autre partie, c'est la productivité. Et la productivité, elle passe par la formation, et donc par l'investissement dans la formation, qui est de l'investissement public. Et là, on est plutôt sur une voie inverse, justement pour des raisons budgétaires, et dans l'innovation. Si vous regardez les questions d'innovation, prenez l'exemple des vaccins.
du Covid, qui était une technologie, alors par rapport qui avait été développée longtemps avant, de l'ARN, etc., mais qui est une technologie innovante, qui a permis de répondre très vite. Si vous regardez à chaque fois les vaccins, c'est 2 noms. Un labo, une fac. La fac financée sous fonds publics. La France n'en a pas eu. N'en avait pas. D'accord? Donc, derrière tous ces labos qui ont pu produire le vaccin vite, et donc être innovants et prendre des parts de marché à l'international, ils l'ont fait parce que ils avaient une recherche qui était financée sous fonds publics. Si vous regardez toute la tech des États-Unis, elle est financée par l'armée. Enfin, par des financements publics. Donc, derrière, la question, y compris de la concurrence internationale, elle pâtit de la politique de coût du travail, parce qu'effectivement, on va avoir des bas salaires qui vont être moins chers, mais comme ils sont moins chers en prenant les parts du budget qui pourraient être utiles à la compétitivité, eh bien, en fait, l'effet est négatif. Sur la question, là, c'est un autre débat. Oui, si vous voyez, donc, vous avez ça. Donc ça, c'est la hausse de l'emploi. Alors masculin, le féminin, c'est moins clair parce que c'était une période de grande croissance. Donc voilà. Mais sur l'emploi masculin, on voit bien l'augmentation. Là, c'est le passage aux 35 heures. Le point, c'est que c'est une période de croissance et que c'est une période où on a eu aussi des allègements de cotisations. Et donc là, il y a plein de débats entre économistes pour dire bah oui mais non, c'est lié aux 35 heures, non c'est lié aux allègements de cotisation, non c'est lié à la période de croissance. Bon, mon point c'est que partout ailleurs les allègements de cotisation n'ont pas créé d'emploi. Donc si on suit ce raisonnement, on se dit bah finalement cette hausse c'est pas cet allègement qui l'a créé. Et si c'est pas cet allègement, c'est l'effet de croissance et ou l'effet 35 heures. Donc oui, je pense que effectivement cette politique a eu de l'effet de ce côté-là. Et effectivement, alors avec la question que si on le fait sans que ce soit l'État qui paye, ça augmente le coût du travail. Si on le fait comme ça a été fait là, en n'augmentant pas trop le coût du travail, ben c'est l'État qui paye et on revient au problème précédent. Oui, j'avais aussi une double question. La première, c'est à quoi vous attribuez le fait que vos constats et vos démonstrations, et celles de beaucoup d'autres, ne sortent pas médiatiquement. C'est-à-dire que on a vu les débats budgétaires ces 2 dernières années, on a l'impression de tourner en rond, alors que l'on sait que les dépenses sont somptuaires par rapport aux dotations aux entreprises, aux allègements de charges, etc., et sans aucun effet sur l'emploi. C'est la même chose sur les constats qu'on peut faire sur la défiscalisation d'un certain nombre de revenus et le fait que le ruissellement n'existe pas. Donc pourquoi est-ce que ça sort pas? Pourquoi est-ce que les médias ne s'en font pas l'écho? Et donc il y a une contre-vérité, une contre-réalité qui n'émerge pas. Et ma deuxième question, c'était, ça y est, je l'ai oublié au passage. Je sais pas, je la retrouverai peut-être, pardon. Alors oui, le pourquoi. Alors le pourquoi. Je pense que il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui changent aussi au cours du temps, d'une certaine manière. Notamment pourquoi en fait j'ai envie de dire on a continué parce qu'au début vous pouvez avoir de bonnes raisons de penser que ça pourrait marcher. On avait déjà des bonnes raisons de penser que ça pouvait ne pas marcher, mais en tout cas à la rigueur on pouvait dire on va voir. Depuis on a vu. Alors ce qu'il y a c'est que malgré tout l'accumulation de preuves prend du temps. Et quand je vous dis par exemple l'étude que j'ai faite sur le CICE où j'ai pris toutes les informations, toutes les données sur toutes les entreprises de France de 2009 à 2015, bon ben ça 10 ans plus tôt c'était juste pas possible informatiquement et les données n'étaient pas disponibles, d'accord. Donc finalement l'accumulation de preuves a pris du temps. Alors aujourd'hui elles sont là les preuves. Aujourd'hui elles sont là et malgré tout les choses changent. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont ancrées. C'est-à-dire que on a, au fur et à mesure, malgré tout, ce principe général de dire le baisse du coût du travail marche a été le b.a.-ba du cours d'économie
et l'est encore d'une certaine manière, un peu moins peut-être, mais l'est encore grandement. Et donc on a plein de gens qui sont formés, notamment ceux qui sont pas formés à devenir des économistes, mais qui sont un peu formés à l'économie, qu'ils soient journalistes ou personnalités politiques. En général, c'est ce qu'ils apprennent. Donc ça joue dans la. Le deuxième point, c'est les questions d'une certaine manière d'idéologie et d'intérêt. C'est-à-dire que là, tout le monde n'est pas perdant. Parce que je dis, il y avait une grosse augmentation des inégalités. L'augmentation des inégalités, elle n'est pas simplement parce que les moins favorisés finalement en pâtissent, mais elle est aussi tirée par le fait que les plus favorisés, ils gagnent. Et ils ont intérêt finalement à faire perdurer cette stratégie dont ils sont gagnants. À laquelle ils sont gagnants. Et donc là, effectivement, médiatiquement, ça joue. Médiatiquement, malgré tout, ces éléments-là, ils sortent, mais ils sortent pas dans tous les médias. Les médias qui sont détenus par des gens qui ont un intérêt très 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 fort à ne pas changer de stratégie, étonnamment, ils en parlent pas. Maintenant, les autres médias, mais qui n'ont pas forcément la plus grande place sur le marché, en parlent. Et là où il y a quand même des choses qui changent, c'est que c'est quelque chose qui commence à infuser à la fois dans les médias, parce qu'il y a quand même des médias qui en parlent, et dans les débats politiques. C'est-à-dire que cette question-là, finalement, alors ça a échoué, hein, mais elle a été débattue à l'Assemblée nationale et elle a été débattue de manière sérieuse. C'est-à-dire que pour le coup, il y avait un amendement, alors qui était petit, de réduction, qui a été proposé et qui est pas passé à pas grand-chose. Même avant ça, Michel Barnier, vous vous souvenez, Michel Barnier, dans son budget 2025, donc à l'automne 2024, il proposait une baisse de 4 points, de 4% au niveau du SMIC, des allègements pour gagner 4 milliards. D'accord ? Et il le justifiait comment ? Il le justifiait en se basant notamment sur un rapport qui avait été commandé à deux économistes, mais qui était un rapport public, et qui forcément était obligé de faire en partie, parce qu'il essayait malgré tout de pas trop taper sur ces politiques-là, mais qui malgré tout faisait le même constat. Et qui faisait le même constat pas en disant ça a échoué totalement, mais en disant on est allé trop loin et on peut revenir en arrière au moins un petit peu sans que ce soit coûteux. Et c'est ça que disait ce rapport. Et c'est pour ça que Michel Barnier l'a fait. Alors finalement, c'est pas passé. Mais donc, du coup, on commence quand même à en parler. C'est pas mais je suis d'accord avec vous. Par rapport à l'accumulation de preuves qu'on a et depuis le temps où on a ça a beaucoup de mal à infuser, et ça a beaucoup de mal à infuser, à mon avis, en grande partie, un peu pour des raisons finalement de rigidité de la pensée à revenir sur ces conceptions, mais en grande partie aux questions d'intérêt. Vous avez parlé de coût du travail. D'habitude, en économie, on parle plutôt de prix. C'est pas neutre le terme de coût et le terme de prix. Vous avez aussi peu évoqué, vous en avez parlé juste maintenant, les grands bénéficiaires de ces politiques-là. Si j'en crois Oxfam, même le magazine Challenge, la fortune des, je crois, 500 plus riches de France a doublé sous l'ère Macron. Donc peut-être que eux sont les bénéficiaires de cette politique. Et c'est quelques personnes, hein, c'est quelques centaines, peut-être même quelques dizaines. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que ça représente chaque année, puisque ce que gagnent ces personnes, ces quelques personnes, en termes de monétaire? Je suis désolé, non. C'est pas ma spécialité, donc du coup je vais pas m'aventurer dans les chiffres. Beaucoup. Donc ouais, non, je suis désolé, je peux pas. Mais en revanche, est-ce qu'ils sont les bénéficiaires ? Oui, ils sont les bénéficiaires. Ils sont les bénéficiaires. Alors, ils sont les bénéficiaires de ça et d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a d'autres politiques mais qui vont dans le même sens. Donc oui, ils sont bénéficiaires de ça assurément. Parce que justement, on en revient à la question initiale, c'est-à-dire que une autre manière de dire le partage des fruits de la croissance, qui était comme ça que j'avais commencé en disant, voilà, c'est si on veut avoir des termes différents, c'est les partages de la valeur, d'accord ? Le partage de la valeur entre, alors en termes économiques modernes, on dirait entre l'employeur et l'employé, et en fait derrière ces gens-là, c'est l'employeur. Alors c'est pas l'employeur au sens le patron ni le patron
historique, ni forcément le mandataire social, quoique le mandataire social est rétribué par ses actionnaires pour un certain nombre de bénéfices qui peut permettre, notamment en contraignant le coût du travail. Mais c'est bien cette idée-là que si on baisse le coût du travail, si on modifie le partage de la valeur entre les travailleurs et les actionnaires, les gagnants, c'est les actionnaires. Alors, même si on peut avoir des formes de multitude de petits actionnaires, la réalité, c'est que la grosse masse des capitaux sont détenus par peu de personnes qui, du coup, se retrouvent être des grands bénéficiaires de ces politiques. Mais c'est pas les seuls, parce que ce que j'ai dit aussi, c'est que finalement on a dans le cadre du alors même si c'est des bénéficiaires plus petits, des bénéfices plus faibles, on a chez un certain nombre de cadres finalement aussi un bénéfice à travers le fait qu'on a vu que les salaires des cadres augmentaient plus ou baissaient moins dans les entreprises qui avaient bénéficié plus du CICE que les autres. Donc il y a un gain de ce côté-là. Et de l'autre côté, si on pense à la baisse de certains niveaux de salaire et notamment des auto-entrepreneurs, finalement quand on bénéficie de livraison à domicile pas chère, on est bénéficiaire de cette politique d'une certaine manière. Mais oui, en termes de grande masse, effectivement, c'est les propriétaires de grands portefeuilles d'actions sont fortement et les plus fortement bénéficiaires. Mais c'est pas les seuls. Oui, j'ai retrouvé ma deuxième question de tout à l'heure. Et elle fait sens, il me semble, avec ce que vous avez répondu là à l'instant et à ma première question. Est-ce que vous pensez pas que derrière le bout à bout des mesures d'allègement, de défiscalisation, etc., qui bénéficient toujours sur une base sociale plus étroite, est-ce que derrière ça, ce bout à bout, il n'y a pas plus fondamentalement une vraie guerre et une vraie paupérisation de l'État social, que c'est ça le projet qui est en cours, et c'est ça le projet qui s'est accéléré, et c'est ça le programme sur lequel on est en train de se laisser habituer presque, de se laisser voilà. Et maintenant ça s'accélère, et maintenant ça va devenir de plus en plus douloureux. Donc cette paupérisation de l'État social, moi je suis un petit peu convaincu que c'est une forme qu'il faut arriver à médiatiser, et une forme qui traduit ce que les mécaniques que vous mettez en évidence. Et voilà, c'est fondamentalement, c'est quelque chose de très. Alors, il y a au moins, enfin, en tout cas, je comprends au moins deux directions dans ce que vous dites. C'est-à-dire que cette paupérisation, elle joue de deux manières. Il y a une manière un peu directe, qui est effectivement de dire, ce que j'ai dit, on a une question de budget, de baisse des budgets et du coup de paupérisation par ce biais, par moins de moyens. Mais on a aussi quelque part ça joue aussi dans quelque chose qui est parallèle mais qui est pas déconnecté. C'est-à-dire que si on a l'idée que on a quelque part, si je reviens au tout début, que cette situation-là, elle est pas juste conjoncturelle, elle est un peu structurelle. C'est-à-dire qu'on est entré dans un autre mode de croissance dans lequel on aura des croissances faibles. Et on peut essayer de nous faire croire que tout va être relancé par l'IA et qu'on va réavoir de la forte croissance. Possible que non. D'accord ? En tout cas, il faut activement étudier l'hypothèse que ce ne soit pas le cas. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, il y a deux manières pour le coup, dans une politique d'intérêt, d'accord, de sauvegarder la part du capital, la part des employeurs dans ce cadre de fruit de la croissance faible. Le premier, c'est directement, effectivement, le partage de la valeur entre les employés et les employeurs, et c'est ce dont j'ai parlé ici. Et il y a une deuxième manière qui est l'extension du périmètre des marchés. Parce que, donc d'une certaine manière, il y a une manière, c'est en intensité du partage, et de l'autre côté, c'est ouvrir des nouveaux marchés. Et une manière d'ouvrir des nouveaux marchés, c'est d'ouvrir au marché privé un certain nombre de choses qui existaient, mais qui n'étaient pas des marchés. Et donc là, on a la privatisation de la protection sociale, la privatisation des services publics, participe à cet autre moyen de recréer finalement des marges de croissance pour les entreprises sans
croissance de l'économie dans sa globalité, puisqu'en fait on fait un transfert d'activité, mais qui in fine va être coûteuse pour les ménages dans leur globalité. Oui, c'est un peu dans le même ordre que la question de la personne qui est derrière moi. Si j'ai bien compris, au départ, vous aviez dit que il y avait eu mis bout à bout diverses rustines pour arriver à cet ordre-là, sans qu'il y ait forcément une visée machiavélique éventuellement pour mettre en place un système. Mais est-ce que c'est vraiment cela? Parce que moi, je me souviens, dans les années 95, il me semble, quelqu'un qui était numéro 2 du MEDEF et qui s'appelait Denis Kessler, qui avait dit nous avons payé énormément ce que le CNR a mis en place, notamment la protection sociale. Nous allons nous employer à partir de maintenant à défaire à notre profit tout ce qui a été fait. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y avait vraiment une intention et qu'on la paye? Et vous venez un peu d'y répondre en disant qu'effectivement, le prix qui sera payé maintenant et que l'on cherche à faire, c'est à privatiser l'ensemble du public. Et notamment quand on pense que la protection sociale, c'est de l'ordre de 3 milliards d'euros par an, c'est quand même intéressant. Merci. Si j'ai dit ça, et dans le même temps, j'ai dit c'est pas désordonné. C'est-à-dire que derrière, l'idée, c'est de dire c'est pas un plan machiavélique de quelqu'un qui a le pouvoir de mettre en place les choses petit à petit, mais c'est aussi issu de négociations, de rapports de force entre des gens qui peuvent avoir une vision plus complète. Et je pense que Denis Kessler est quelqu'un qui a une vision assez limpide de cette question-là, et que quand il propose ces choses-là, il sait pourquoi. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et donc il y a des gens qui peuvent être aussi convaincus sur l'argument général sans forcément avoir l'idée de tout le plan. Je pense que quand on a créé le projet de loi de financement de la sécurité sociale, les gens qui l'ont fait, peut-être qu'il y en a certains qui avaient en tête que ça permettrait de maîtriser les dépenses de sécurité sociale, mais il y en a une partie qui était convaincue que c'était la modernité d'avoir ces choses-là. Donc c'est un peu ça que je veux dire. Mais derrière, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui avaient conscience et qui du coup, et c'est là aussi où il y a le jeu d'intérêt, pesaient de tout leur pouvoir. Et le problème, c'est quand ces gens qui ont cette conscience-là ont du pouvoir, forcément, ils ont de l'influence sur le point. Donc c'est un peu ça le point. Et alors, vous citez Denis Kessler, c'est intéressant parce que il est à la base de ça, puisque avant d'être ce qu'il était, il était économiste et il a notamment rédigé. Alors, je me souviens plus qu'il y en a eu deux je sais plus, c'était en 83 ou en 85, un article coécrit avec un autre économiste, Dominique Strauss-Kahn, qui explique que pour baisser le coût du travail, alors justement sans baisser les rémunérations et sans baisser la sécurité sociale, il faut trouver un autre mode de financement, et ils évoquent un certain nombre de pistes, et en gros c'est cette étude-là qui va mener à la CSG. Et donc il est un des auteurs. Je pense que derrière, les différentes personnes, après je suis pas dans la tête des différentes personnes, donc je sais pas quel point chacun avait une vision. Je pense que mon collègue Bruno Palier, qui est politiste, il a un concept que je trouve intéressant, c'est ce qu'il appelle que les grandes transformations, les grandes politiques arrivent quand on a des consensus ambigus. C'est-à-dire quand on peut avoir plusieurs décisionnaires qui se mettent d'accord sur un dispositif pour des raisons différentes. D'accord ? Et donc, parmi les gens qui se mettent, il y a des gens qui peut-être avaient ce plan en tête, et puis d'autres qui avaient d'autres raisons. D'accord ? Les exemples qu'il prend, alors lui, d'autres, c'est notamment sur la question du RMI, par exemple. Et voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Donc c'est un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que je pense que derrière, c'est par rapport à ça où je dis c'est pas désorganisé dans le sens où il y a une trame, il y a une force commune qui est cette idée du coût du travail comme vecteur le plus important de la politique, qui va être ensuite poussé par un certain nombre de représentants d'intérêt qui ont intérêt à ça, et qui, derrière, vont le pousser à travers différents arguments qui vont toucher la sensibilité différemment de différentes personnes. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là où je veux dire que c'est pas un plan machiavélique, mais où il y a une direction, et cette direction, elle a focalisé d'une certaine manière des dispositifs qui n'étaient pas forcément toujours pensés
comme étant associées et complémentaires, mais qui toutes, d'une certaine manière, allaient dans le même sens. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'elles se retrouvent, parce qu'elles, finalement, elles visaient le même but, baisser le coût du travail. Bonjour. Merci pour votre présentation. Moi, j'ai fait 2 constats dans ma vie professionnelle. C'est que dans toutes les entreprises et les différents métiers que j'ai pu faire, on n'avait pas une seule où on était suffisamment d'employés. Il manque toujours des gens, quel que soit le métier, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup, de plus en plus de gens qui partent en burn-out ou qui sont fatigués dû à la surcharge de travail. Et de 2, il faut plus d'années de travail aujourd'hui, par exemple, pour acheter une voiture, pour acheter un appartement, pour acheter une maison, qu'il y a 30 ou 40 ans. Donc oui, les salaires, ils augmentent chaque année, mais par rapport au coût de la vie, le coût de la vie augmente beaucoup plus vite que les salaires. Donc, pour moi, l'augmentation du salaire, c'est pas ça qui va sauver les employés français. Et d'ailleurs, vous êtes peut-être un des seuls à défendre une augmentation du salaire par rapport aux politiques en plus qu'on entend quotidiennement. C'est plus peut-être si finalement on n'a pas plus d'argent, est-ce que finalement on peut avoir plus de temps? Finalement, il y a eu la réforme des 35 heures qui avait augmenté plus ou moins, en tout cas, de plusieurs centaines de milliers d'emplois en France. Est-ce que, par exemple, la semaine de 4 jours, c'est quelque chose qui pourrait amener